Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov est ravi de vous retrouver ce matin. On va ouvrir ce journal avec la situation au sud du Liban, où les tensions restent importantes. Tout à fait, Ilana, avec l'armée libanaise qui affirme avoir désarmé le Hezbollah au sud du fleuve Litani, mais les autorités israéliennes restent, elles, sceptiques. Pour Israël, l'organisation chiite est toujours active dans la région. Et selon des sources sécuritaires, le Hezbollah conserve donc ses infrastructures militaires avec des dépôts d'armes, des réseaux souterrains et des capacités de tir et un soutien logistique venu d'Iran, notamment via la Turquie. Mais pour le moment, une opération militaire n'est pas envisagée par Israël. Oui, une opération militaire d'envergure contre le Hezbollah serait, selon des responsables israéliens, techniquement possible. L'armée en a les capacités, les plans existent déjà, mais à ce stade, cette option n'est pas privilégiée. En effet, à Jérusalem, on craint qu'une escalade majeure au Liban ne détourne l'attention du mouvement de protestation qui se déroule actuellement en Iran. Israël préfère donc pour l'instant maintenir une stratégie de frappe ciblée sans ouvrir un nouveau front de grande ampleur. Et concernant l'Iran, justement, une rencontre a eu lieu entre un responsable israélien et Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. Oui, c'est Yossi Dagan qui est le président du Conseil régional de Samarie qui s'est entretenu avec la figure donc de l'opposition iranienne en exil dans un contexte donc comme on le sait de tensions croissantes en Iran. Aucun détail précis sur le contenu des discussions n'a été rendu public, mais les deux hommes ont publié une photo commune et ont décrit l'entretien comme approfondi et chaleureux. Et puis dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené hier des frappes après une violation du cessez-le-feu. Oui, selon l'armée israélienne, une roquette qui a été tirée par le Hamas depuis le nord de la bande de Gaza est tombée à l'intérieur de l'enclave, ce qui a conduit à une riposte ciblée. Par ailleurs, un haut responsable des brigades, Izzeldin El-Qassam, la branche armée du groupe terroriste, a été éliminé dans le centre de la bande de Gaza et les autorités israéliennes mettent en avant cette opération comme une réponse directe à une violation du cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu Nikolai Mladenov, pressenti pour prendre la tête du futur Conseil de la paix pour la bande de Gaza. Oui, lors de cette rencontre, Benjamin Netanyahou a réaffirmé une position ferme. Le Hamas doit être désarmé, a-t-il dit, et Gaza doit être totalement démilitarisé. Le chef du gouvernement israélien a rappelé aussi que ces exigences s'inscrivent dans le cadre du plan des 20 points qui a été proposé par le président américain Donald Trump. Et on en parlait, les recherches pour retrouver la dépouille du sergent Ran Gvili ont repris dans la bande de Gaza. Oui, Lana, avec cette reprise qui fait suite à la transmission par Israël de nouveaux éléments qui ont été jugés importants et les fouilles se concentrent donc dans le quartier de Zeytoun, au sud de la ville de Gaza. Selon les autorités israéliennes, ces informations ont permis donc de relancer les opérations sur le terrain. Les conditions météorologiques désormais plus favorables jusqu'à, en tout cas hier soir, facilitent aussi l'accès à certaines zones qui étaient auparavant inondées. À Jérusalem, on assure donc suivre de près l'évolution des recherches et on réaffirme l'engagement total pour tenter de retrouver et de ramener le corps de Ran Gvili en Israël. Et puis, diplomatie, quelques semaines après la reconnaissance officielle, Israël s'apprête à accueillir une délégation du Somaliland. Oui, une délégation qui sera composée de responsables de la société civile, d'universitaires et d'acteurs économiques pour un premier temps. Au programme, des rencontres avec des responsables israéliens, des visites culturelles à Jérusalem, à Yad Vashem notamment, dans la vieille ville, ainsi que des échanges sur l'innovation et la coopération. En parallèle, Israël a lancé un programme de formation pour des professionnels du Somaliland, notamment dans le domaine de la gestion de l'eau, un enjeu crucial pour cette région. Et puis enfin, pour terminer, une tragédie qui s'est produite hier soir sur l'autoroute 6, Olivier. Oui, un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle à la suite d'une altercation entre conducteurs près de la sortie de N'Tout. Les secours ont trouvé donc la victime dans un état critique et malgré les efforts des équipes médicales, le décès a été constaté. L'hôpital de Haïfa, un soldat en permission, est suspecté d'être l'auteur des tirs. Il a été arrêté par la police. La piste d'un règlement de compte a été évoquée. Le lycée francophone Maïmonide Mikvé Israël fête ses 10 ans. 10 ans de croissance, de défis et d'une place désormais incontournable dans le paysage éducatif israélien.
Pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir sa directrice Sylvia Elbaz. Sylvia, bonjour. Merci d'être Bonjour Olivier. Et surtout, Mazal Tov pour ses 10 ans. Merci. Alors, c'est 10 ans du lycée Sylvia, mais c'est aussi pour vous 10 ans d'Alia, puisque, en fait, vous êtes arrivée en Israël donc, il y a 10 ans pour justement être directrice du lycée Maïmonide Mikvé Israël. Exactement, un départ à l'aventure avec une Aliyah déjà au départ extrêmement souhaitée. J'avais mes enfants déjà en Israël, donc le projet est tombé, j'allais dire, à point. Et puis c'était surtout avant ces 2-3 dernières années où on est dans une croissance d'Aliyah absolument énorme, un vrai défi il y a 10 ans. Et un gros travail de Maïmonide Boulogne qui a été assez avant-gardiste dans l'idée. Voilà, c'est un travail d'équipe. Hein, c'est pas, il faut dire qu'avant d'être directrice donc, du lycée francophone de Maïmonide ici à Mikvé Israël, à Holon, vous avez été directrice de l'école du lycée et collège Maïmonide à Boulogne. De l'école Maïmonide à Boulogne. Voilà. Exactement, au sein du groupe scolaire, qui est un énorme groupe scolaire. Et donc, en fait, le projet, c'était de créer ici un lycée qui puisse accueillir des adolescents qui voulaient faire leur Aliyah, avec ou sans les parents, puisqu'on a un internat. Et c'était donc une idée conjointe de l'Alliance Israël, Kol Israël Chaverim, de Mikvé Israël, qui souhaitait créer une école sur le modèle de l'école juive française, modèle qui n'existait absolument pas en Israël, et évidemment du groupe scolaire Maïmonide Boulogne. Donc c'est vraiment la conjugaison et la combinaison de toutes ces bonnes énergies assez avant-gardistes qui a créé ce projet devenu grand. Ouais, ce projet qui est devenu grand, puisqu'aujourd'hui vous comptez plus de 150 étudiants, pas étudiants, mais élèves. Élèves, exactement, avec une centaine d'élèves à l'internat. Donc c'est un vrai défi, un vrai défi, et on accueille autant d'enfants qui ont fait leur Aliyah en famille que d'élèves qui souhaitent déjà avancer leur Aliyah avant celle de leur famille, de leurs parents. Et qui précèdent l'Aliyah de leur famille. Alors, ce lycée se trouve dans un lieu magnifique hein, qui s'appelle Mikvé Israël à Holon. Pourquoi avoir choisi ce lieu d'implantation pour ce lycée ? Alors, c'est d'abord le lieu de vie je reviens, Olivier, sur ce que vous disiez. Le site est merveilleux. Il est classé en Israël comme... j'allais dire monument historique, je ne sais pas si c'est tout à fait le terme, c'est Chimour, c'est un lieu fabuleux, exceptionnel, et qui fait partie de l'histoire d'Israël. C'est aussi le lieu de création de l'Alliance israélite universelle, Charles Netter, et c'est aussi là où les projets de Mikvé Israël et de l'Alliance Kol Israël Chaverim naissent. Et l'idée, c'était qu'il y avait déjà toutes les infrastructures existantes, comme l'internat, un réfectoire, un gymnase, des terrains de sport. Voilà, il y avait déjà un collège-lycée franco-israélien. Et l'idée, c'était de créer un lycée religieux, comme je le disais tout à l'heure, sur le modèle école juive française, type Maïmo, Yavne, ce que connaissent les élèves qui viennent d'écoles juives française. Alors, et donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y avait la place de le faire. C'est ça. Voilà. Parce que c'est un endroit qui est aussi magnifique, mais aussi énorme. Hein, c'est un très grand, beaucoup de place. Et à part, bien sûr, le lycée francophone, il y a aussi, bien sûr, d'autres institutions qui sont, elles, totalement israéliennes. Oui, il y a un lycée totalement israélien, il y a quelques écoles primaires à pédagogie moderne et le collège-lycée franco-israélien qui se trouve sur le même site. Et c'est tellement énorme comme
c'est tellement énorme comme site qu'on est chacun entouré de verdure. Je crois que vous l'avez déjà visité. Ah oui. Et on profite ensemble, on mutualise les infrastructures qui sont sur place et c'est juste un lieu fabuleux. Voilà, on a l'impression d'être dans le poumon vert d'Israël. C'est un peu à l'image, j'allais dire, sans comparaison aucune, d'un Central Park à l'israélienne. Et c'est un lieu qui est préservé, qui est juste extraordinaire de par sa nature et de par son histoire également. Alors, on va parler un peu du lycée, plus particulièrement de ses élèves. Donc, ces élèves qui, au nombre de plus de 150 aujourd'hui, alors que vous avez commencé, vous étiez 15. D'où viennent ces élèves? Quel est le profil, on va dire, des élèves du lycée Maïmonide? On va dire qu'à 80%, on accueille des élèves qui ont passé leur vie à l'école juive en France. Aux Antilles aussi, on a pas mal d'élèves des communautés de Guadeloupe et Martinique, quelques Suisses, quelques Belges aussi. Voilà, donc du monde francophone à 80%, et puis 20% d'élèves qui n'ont jamais eu cette chance d'intégrer l'école juive en France et qui peuvent le faire parce qu'on les accueille ici, et ça vient alors vraiment de toutes les villes. C'est pas seulement Paris, Paris en majorité parce que évidemment c'est la plus grosse communauté française, mais on a des élèves de Cannes, Nîmes, Montpellier, Lyon qui commencent aussi à arriver. Voilà, c'est assez divers. Mais le profil, on va dire, est-ce que ce sont des élèves qui ont fait leur alia tout seuls, ou ce sont des élèves qui ont fait leur alia avec leurs parents et leurs familles ont décidé pour justement ces classes du lycée de ne pas les mettre dans des institutions israéliennes, mais plutôt de continuer dans une institution française? En fait, arriver à l'âge du collège, du lycée, pardon, c'est vraiment les mettre en difficulté. C'est l'adolescence, c'est un âge où on arrive, on a déjà eu le temps de se faire des amis en France, et donc on laisse tout ça derrière. Et le fait de se retrouver dans notre lycée, il n'y a pas de fracture sociale, de fracture pédagogique. Les élèves ont ce sentiment d'être en continuité, et c'est pour faciliter l'ALIA de ces jeunes-là, mais aussi de leur famille, parce qu'on dit toujours qu'une ALIA réussie d'une famille, c'est déjà l'ALIA réussie des enfants, et le fait de les mettre dans une facilité de continuité pédagogique, ça assure aussi leur intégration. Et j'entends souvent, et je me permets d'en parler là, Olivier, j'entends souvent, oui, mais les mettre dans une espèce de microcosme franco-français, ça empêche leur intégration. Pas du tout. Nous, on a 98% de nos élèves qui restent ici. Les 2% manquants, c'est peut-être ceux qui sont venus sans leurs parents et qui ont une difficulté financière à rester après le bac. Et nos élèves restent, ont un temps d'oulpan significatif pendant leur semaine de classe, un temps de connaissances, de conférences, d'intégration à l'armée, au Sherut Leumi, à toutes les structures post-bac israéliennes, et on fait un gros travail d'intégration. Notre travail, c'est pas juste de leur assurer le bac et de ne pas se demander ce qu'ils font après, c'est aussi de s'assurer surtout de les rattacher à la terre et de les garder en Israël, en fait, de leur offrir un bel avenir en Israël. Donc on fait vraiment un gros travail là-dessus. Il faut préciser que vous préparez ces élèves au bac israélien et pas au bac français. On les prépare au bac français. On les prépare au baccalauréat français qui est accepté dans toutes les universités israéliennes. Nos élèves, puisqu'on est à 10 ans aujourd'hui, on a un recul de plusieurs promotions du baccalauréat aujourd'hui. Donc nos élèves, après l'armée ou après leur choix de cursus post-bac, intègrent toutes les universités israéliennes sans aucune difficulté. Oui. Et donc, c'est l'accord qui existe justement entre la France et Israël de nous permettre de les accueillir ici, de les préparer au baccalauréat français en assurant leur intégration après le bac. Alors justement, on va parler de ces différences, puisque le lycée fait en fait le lien entre deux systèmes éducatifs qui sont très différents. D'un côté, le modèle israélien qui est basé plus sur l'expérience, de l'autre côté, le système français qui est plus structuré et plus académique. Comment vous réussissez à faire cette jonction entre
ces deux systèmes, c'est le système israélien et le système français? Alors, on a pris ce qu'il y avait de mieux dans le système israélien, la proximité à l'élève, replacer l'élève au centre de nos préoccupations et ne pas être seulement dans une relation trop académique, trop formelle, un peu comme le système français l'exige. Alors, sur l'aspect académique, on suit le programme français puisqu'on est homologué par la France, par le ministère de l'Éducation français, plus exactement l'Agence pour l'enseignement du français, ce qui nous permet d'avoir toute cette organisation pédagogique directement avec la France, mais on a pris ce qu'il y avait de bien dans le système israélien, une relation de bienveillance, rigueur et bienveillance, j'allais dire, c'est un peu notre fil conducteur, et en fait, c'est vrai qu'on est dans une relation plus proche avec l'élève, de ses préoccupations. Il y a aussi un suivi de l'aspect émotionnel, puisqu'en plus on les a quasiment 24 heures sur 24, puisque la majorité des élèves vit à l'internat, 100 élèves sur les 150, ce qui est énorme, vivent à l'internat, et donc on est à leur contact, j'allais dire, sur 24. Ces 6 dernières années, Sylvia, ont été particulièrement éprouvante pour les élèves en Israël, et aussi pour les élèves du lycée Maïmonide. Entre le Covid, la guerre, les repères souvent ont volé en éclats. Comment le lycée et les élèves ont traversé cette période? Ça a été relativement difficile. Je dois dire, on a, quand je parlais tout à l'heure du travail d'équipe et de tous les partenaires qui ont fait exister ce lycée, il y a aussi une équipe de professeurs. Et pour revenir au point précédent, c'est vrai qu'être professeur dans ce cursus français en Israël, c'est quelque chose c'est un engagement complètement différent. On a eu, voilà, je peux dire, une équipe extraordinaire qui, à chaque événement, que ce soit au moment de la Covid, ensuite au moment de la guerre elle-même, après le 7 octobre, au moment de la guerre en Iran, l'année dernière, en pleine période d'examen, a été présente, j'allais dire jour et nuit pour les élèves, à assurer des cours en Zoom, à ne pas les lâcher, à continuer à les soutenir, à accueillir parfois même pour certains des enfants qui étaient là sans leurs parents, à les replacer dans des familles. Enfin, ça a été un travail de solidarité exceptionnel. Et c'est vrai qu'on a traversé ensemble, en se tenant la main, un peu à l'image de tout ce qui se passait autour de nous en Israël, en espérant que cette période de solidarité puisse aussi traverser le temps. Et à l'image de ce qui s'est passé en Israël, vraiment cette unité de l'équipe a fait qu'on a réussi à traverser cette période de la meilleure des manières possibles. C'est vrai qu'on a un contre-coup aujourd'hui de cette génération qui s'est retrouvée confrontée à ces difficultés, qui est allée parfois se réfugier sur les réseaux, et on essaye un petit peu de les en sortir ou de détourner ce trop plein d'attention sur les réseaux, mais c'est assez générationnel. Mais vraiment, je dois dire que c'était un travail d'équipe exceptionnel. Pour terminer, Sylvia, donc on fête les 10 ans. Quelle direction vous souhaitez donner au lycée pour les 10 prochaines années? Alors moi, je souhaite évidemment une longue vie au lycée et sa pérennité, parce que l'histoire, j'allais dire malheureusement ou heureusement, heureusement parce qu'on existe, malheureusement pour ce qui se passe aujourd'hui en Europe et particulièrement en France. Ce que je souhaite à l'équipe, au lycée et à l'équipe, c'est une longue vie, c'est continuer à générer autant de projets. On est vraiment initiateur de grands et beaux projets, de grandes valeurs, de solidarité, d'union, de ramener autant de jeunes
qu'on peut accueillir en Israël pour leur offrir l'avenir le meilleur possible en Israël. Et voilà, c'est ce que je souhaite au lycée. Un gros événement attend tous les anciens courant mai. On l'annoncera très bientôt. Ouais. Donc, on prendra contact, Olivier, je l'espère. Et on annoncera un grand et bel événement pour fédérer et ramener tous les anciens, créer un grand réseau d'entraide entre tous les anciens qui sont aujourd'hui dans la vie active israélienne et qui font un peu notre fierté. Et c'est ce que je souhaite pour les 10, 20, 30 ans à venir, avec tous ceux qui continueront à pérenniser ce beau lycée et ce beau projet. Très bien, merci beaucoup en tout cas Sylvia Elbaz, puis bravo aussi pour ce beau projet éducatif et un projet aussi d'intégration très important. Mazal Tov encore pour ces 10 ans. Merci Olivier. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Et la presse israélienne de ce matin s'interroge sur un scénario longtemps jugé improbable, et si le régime iranien tombait. Et c'est le Yediot Ahronot qui répond à cette question. À Jérusalem, les services de sécurité restent prudents et selon les évaluations, les chances d'un effondrement rapide du pouvoir restent limitées. Mais le simple fait d'envisager ce scénario change les calculs stratégiques. Et s'espère, estime qu'un nouveau régime iranien se concentrerait d'abord sur ses problèmes internes et sur le plan régional. Certains parlent même d'une opportunité historique. Un Iran moins agressif pourrait faciliter la stabilité au Liban, en Syrie et à Gaza et relancer des projets économiques entre les pays arabes. Mais attention aux illusions, même en cas de changement de régime, nous explique ce matin le Yediot Ahronot, l'Iran ne renoncerait pas rapidement à son programme nucléaire. Pour beaucoup d'Iraniens, c'est un symbole de souveraineté nationale. Conclusion du Yediot ce matin, la chute du régime iranien serait un tournant majeur, mais ses effets seraient complexes, progressifs et loin d'être automatiques. Israël pourrait frapper fort et plus fort encore le Hezbollah au Liban, mais choisit pour l'instant de ne pas le faire. Et en cause, c'est l'Iran. C'est ce que nous explique ce matin aussi le Yediot Ahronot. À Jérusalem, on redoute qu'une offensive majeure contre le Hezbollah ne détourne l'attention internationale des grandes manifestations qui secouent actuellement le régime iranien. Les autorités israéliennes rejettent donc pourtant la version de Beyrouth. L'armée libanaise affirme avoir désarmé le Hezbollah au sud du fleuve Litani, mais pour Israël, l'organisation reste armée, structurée et active. Malgré cela, Israël évite une escalade, pas de grande offensive. Pour l'instant, la stratégie reste donc celle de frappe ciblée, limitée dans le temps. Et ce matin, il est encore une fois question de la loi d'exemption du service militaire pour les Bachourei Yeshiva qui continue de diviser ici en Israël. Et une voix se fait particulièrement entendre, celle de Maya Ohana Moreno. Il s'agit de la veuve du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, figure emblématique et légendaire de l'armée israélienne. Et dans une interview au Israël Hayom, elle explique que ses 2 fils servent actuellement dans des unités combattantes. Selon elle, tous les citoyens doivent participer à l'effort national. Étudier la Torah, dit-elle, n'empêche pas de servir l'État. Au contraire, ce sont des valeurs qui vont ensemble. Elle critique aussi des calculs politiques. Selon elle, préserver une coalition ne doit jamais passer avant l'unité du pays. Grande manifestation en faveur du service militaire doit d'ailleurs se tenir la semaine prochaine à Jérusalem devant la Knesset. Objectif, faire entendre la voix des familles des soldats. Et toujours sur ce dossier, un proche conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait recommandé de geler l'avancée du projet de loi face aux divisions internes au sein de la coalition. Et c'est des révélations qui sont faites par la chaîne E24 News. Le texte qui vise donc à modifier les règles d'exemption du service militaire pour certains publics se heurte à une forte opposition, notamment du côté des partis religieux orthodoxes. Et pour plusieurs partenaires de la coalition, ils exigent aussi des changements de ce texte qui doit être proposé et voté prochainement à la Knesset, ce qui complique toute tentative donc de compromis. Résultat, la majorité gouvernementale
apparaît fragilisé, voire menacé. Et face à cette situation, le conseiller du Premier ministre aurait donc suggéré d'annoncer officiellement le gel de la loi à la Knesset afin de rouvrir des discussions et tenter de trouver un compromis acceptable pour tous. Puis un nouveau sondage montre une évolution notable du paysage électoral en Israël à quelques mois des législatives. Et le Likoud de Benjamin Netanyahou reste donc lui en tête, mais il perd du terrain, selon un sondage de la chaîne 12. Et la coalition actuelle n'obtient plus de majorité claire. Cependant, aucun bloc politique ne peut à ce stade former un gouvernement sans élargir ses alliances. Un paysage politique donc qui apparaît de plus en plus fragmenté, nous dit la chaîne de télévision. Certains partis de droite progressent légèrement, d'autres stagnent ou reculent. Et une part importante des électeurs n'a pas encore fait son choix. Le tout dans un contexte politique déjà tendu, marqué par des débats sur la loi du service militaire et d'autres réformes sensibles. La perspective donc d'une nouvelle crise gouvernementale, voire des élections anticipées, reste bien présente. Et puis une question que se pose beaucoup ici en Israël, pourquoi Israël s'intéresse-t-il maintenant au Somaliland ? Et c'est le Israël Hayom qui essaye d'y répondre à cette question. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s'est rendu discrètement dans ce territoire d'Afrique de l'Est pour une visite qualifiée d'historique. Sur place, les drapeaux israéliens flottaient dans les rues de la capitale, Hargeisa. Le but, renforcer une reconnaissance diplomatique. Et Israël est le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland. Un choix stratégique, nous dit ce matin le quotidien. La région est située à l'entrée de la mer Rouge, un point clé face aux Houthis, et c'est un emplacement aussi potentiel pour des coopérations sécuritaires maritimes et même spatiales. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier en Israël. Le marché immobilier connaît une baisse marquée des prix, une première depuis 15 ans, c'est ce que nous explique ce matin le quotidien Israël Hayom. Pour certains professionnels du secteur, il s'agirait d'une correction temporaire, mais pour le professeur Avi Shimchon, dans le Israël Hayom, donc de ce matin, il est le conseiller économique du Premier ministre. Il explique que la tendance est claire. Selon lui, la baisse des prix va se poursuivre au moins encore un an et peut-être plus davantage. Raison principale de cette baisse des prix, le nombre de terrains constructibles a fortement augmenté et le stock de logements invendus dépasse désormais les 80 000 unités. Et on termine avec la météo israélienne et une mini-tempête qui a commencé cette nuit en Israël. Et ce sont les sites d'information qui nous apprennent que le service météorologique a émis une alerte rouge avec des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 110 km par heure. Sur le littoral méditerranéen, les vagues peuvent atteindre aujourd'hui jusqu'à 6 mètres de hauteur avec des pointes encore plus hautes. Par endroits, à Tel Aviv, la municipalité a mis en garde aussi ses habitants. Il ne faut pas s'approcher des plages pour des raisons de sécurité. La pluie donc a déjà commencé à tomber au nord du pays, s'étend progressivement vers le centre et le sud d'Israël. Des températures qui chutent aussi nettement, mais la tempête devrait s'affaiblir progressivement ce soir et dans la nuit. Presque sans nous en rendre compte, nous sommes passés la semaine dernière du premier au second quart du XXIe siècle. L'occasion d'un salutaire zoom out pour mesurer à quel point les événements traversés par l'État d'Israël durant ces 25 dernières années ont été à la fois tumultueux, dramatiques et même décisifs pour son avenir. Alors je vous propose 4 développements essentiels qui se sont produits durant cette période. Le premier développement se rapporte aux désillusions de paix dans la région. Cette profonde désillusion a jailli en septembre 2000 avec le déclenchement de la seconde intifada pour atteindre son paroxysme avec les terribles massacres du 7 octobre 2023. Alors que le processus d'Oslo avait laissé entrevoir une forme de normalité pour Israël, la multiplication des attentats suicides palestiniens entre 2000 et 2004 en particulier va entraîner une prise de conscience. De plus en plus d'Israéliens comprennent que le mouvement palestinien, des modérés du Fatah aux intégristes du Hamas, aspire plus à détruire l'entité sioniste qu'à se doter d'un État indépendant.
Yasser Arafat a balayé les généreuses propositions d'Ehud Barak à Camp David en 2000. Mahmoud Abbas a laissé lettre morte la proposition d'Ehud Olmert en 2008. L'évacuation unilatérale du Gush Katif en 2005, les opérations militaires répétées à Gaza n'ont fait que confirmer ce constat. Mais il faudra les massacres du 7 octobre 2023 pour persuader les plus irréductibles partisans d'un règlement pacifique du conflit qu'ils se sont égarés. En janvier 2000, plus de 2/3 des Israéliens étaient favorables à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Ils ne sont guère aujourd'hui plus de 21% à nourrir encore un tel espoir. Et Shimon Peres, qui rêvait de transformer la bande de Gaza en Singapour, n'est plus là pour constater ce qu'il est advenu de son nouveau Moyen-Orient. Le deuxième point se rapporte à l'identité juive et au réveil de cette identité au cours de cette période. La perte des illusions de paix s'est accompagnée effectivement d'un réveil identitaire salutaire pour l'État d'Israël. Le phénomène avait déjà débuté avec la guerre des 6 jours. Il s'est amplifié après la guerre de Kippour, mais il a pris une dimension nouvelle à partir des années 2000. Le point de retour majeur s'est produit durant la seconde guerre du Liban, en juillet 2006, 3 semaines après la capture de Gilad Shalit à l'entrée de Gaza en juin 2006. Les attaques gratuites des sunnites du Hamas et des chiites du Hezbollah ont conduit de plus en plus d'Israéliens à comprendre que le conflit n'était pas territorial mais bien religieux. Les massacres du 7 octobre ont amplifié cette prise de conscience. De facto, c'est la cruauté abjecte de l'adversité palestinienne et arabe qui a ramené au cours de ce quart de siècle passé les Israéliens vers leur identité juive originelle. Et la guerre que nous venons de vivre au cours des 2 dernières années nous a fourni d'innombrables exemples de ce réveil. Des soldats sonnant le chauffard en entrant dans la bande de Gaza, aux otages récitant le schéma en sortant enfin des tunnels de Gaza. Le troisième point se rapporte au déclin politique de la gauche en Israël. Lorsque le siècle débute en l'an 2000, Ehud Barak est alors Premier ministre d'un gouvernement de gauche. Le Parti travailliste et Meretz totalisent 36 députés, près d'un tiers des députés de la 15e Knesset. 25 ans plus tard, la gauche ne compte plus que 6 députés. Son acharnement à vouloir promouvoir une paix impossible a probablement scellé son sort politique. Mais la gauche n'est pas morte. Elle continue de se réincarner au travers des pouvoirs non élus du Deep State, comme celui de la Cour suprême, des médias et des universités. Le quatrième point, enfin, il se rapporte à Binyamin Netanyahou, la trame inamovible de ce quart de siècle. L'an 2000 surprend Netanyahou en pleine traversée du désert politique, à l'exception de son ami Meir Habib. Plus personne ne croit en lui, mais ce premier quart de siècle sera le sien, puisqu'il va gouverner pendant plus de 15 ans. En fait, gouverner n'est pas le mot exact. Netanyahou va être élu. Sa spécialité, c'est de remporter les élections législatives, même parfois au forceps, mais pas obligatoirement de savoir gouverner. Bien sûr, Netanyahou a sauvé l'économie israélienne en 2004, alors il était ministre des Finances de Ariel Sharon. Bien sûr, il a été l'un des catalyseurs de la start-up nation et de la superpuissance gazière qui est devenue Israël. Et bien sûr, il mérite les félicitations pour avoir, avec son allié Donald Trump, permis la libération des otages et mis fin à 2 années de guerre dans une situation très favorable, il faut l'avouer, à Israël. Dans l'absolu, cela devrait suffire pour lui accorder la fameuse grâce présidentielle. Mais ce sera insuffisant pour le laver de sa responsabilité dans la plus grande catastrophe de l'histoire d'Israël et dans le développement du monstre du Hamas. Conclusion, c'est donc dans ce second quart de siècle qu'Israël va célébrer son centenaire. Pour y parvenir, dans une réelle sérénité, l'État hébreu doit tirer les leçons de ces turbulentes 25 dernières années. Et en priorité, restaurer cette unité nationale qu'il a su forger au lendemain du 7 octobre, mais qui s'est estompée depuis. Comment ? Peut-être en s'inspirant d'un enseignement contenu dans la dernière paracha du livre de la Genèse de Bereshit. Les commentateurs se demandent pourquoi les enfants de Joseph, Éphraïm et Ménaché sont dans la tradition les porteurs de la bénédiction de tous les enfants juifs. Et de répondre qu'à l'issue d'un livre de Bereshit ponctué par d'incessantes rivalités entre frères, les 2 enfants de Yosef avaient su rester unis et incapables d'être jaloux l'un de l'autre. Voilà peut-être la solution miracle.
La crise autour du projet sur le service militaire pour les Bachouré Yeshiva prend un tournant politique majeur avec le mouvement Agudat Israël qui doit décider si oui ou non il soutiendra le projet de loi controversé qui vise donc à ajuster les règles de conscription pour les orthodoxes. Une décision très importante qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de la coalition. Et pour en parler, nous sommes avec la journaliste Peggy Sidor. Peggy, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Alors, la première question, d'abord, il y a eu une réunion très importante concernant justement les rabbins de Agudat Israël, et pour le moment, ils ont décidé de ne pas décider. Oh, c'est pas une grande surprise, hein. Pour ceux qui les connaissent, qui savent comment ces genres d'organisations fonctionnent, c'était assez clair que ce qui est au départ était un problème entre, si vous voulez, la Knesset, le gouvernement, l'opinion publique et les dirigeants des différentes factions ultra-orthodoxes, devient maintenant, d'une manière un peu plus pointue, un désaccord qui émerge de plus en plus profond qui émerge entre la partie les Litvaks, donc les Lituaniens, et la partie des Chassidim. Enfin, c'est pas nouveau. Cette tension entre ces deux groupes n'est vraiment pas née aujourd'hui, ni en relation avec le projet de conscription des jeunes, mais de temps en temps, ça émerge de plus en plus, ça devient de plus en plus. Alors, même au sein des, juste un petit peu de ce qu'il y a derrière, je veux dire, même dans la partie des Chassidim. Ils sont pas d'accord entre eux. Vous avez la chassidoute de Gour, qui est la plus grande, la plus riche et la plus importante, qui veut vraiment tout casser, si j'ose dire, et ne pas soutenir ce projet de loi et refuser tout. Mais il y a une autre chassidoute qui n'est pas des moindres, chassidoute de Belz, qui eux veulent absolument accepter, mais éventuellement avec quelques corrections par-ci par-là, le projet de loi présenté par le président de la commission, Boaz Bismuth. Donc ils sont pas d'accord entre eux. Résultat, ils se sont réunis donc hier tous les membres du Haut Conseil de la faction ultra-orthodoxe, et ils n'ont rien décidé parce que prendre une décision devenait impossible puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Alors comment on peut imaginer un peu comment ça va se développer dans les jours à venir, puisque le projet de loi va arriver à la Knesset et il faudra bien entendu avoir une décision des rabbins pour savoir de quelle manière les députés de ces différents mouvements vont devoir voter à la Knesset. Il y a deux options. Elle se complète peut-être. D'abord, il y a la faction des Lituaniens, donc qui vont peut-être prendre une décision de se mêler, de diriger quelque chose. Ça me paraît pas très probable, mais on peut pas écarter ça complètement. Et il y a le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui va peut-être finalement se mêler de ça pour arriver à une conclusion nécessaire, parce que tout ça en fait c'est pas le véritable problème du point de vue du gouvernement, c'est pas seulement combien de jeunes ultra-orthodoxes quitteront la yeshiva pour aller à l'armée, mais est-ce que son gouvernement va tenir? Oui. Or, ça, évidemment, c'est quelque chose qui va pas laisser passer. Mais là, il y a encore une troisième composante, si vous voulez, c'est le parti Chasse. Alors, dans le parti Chasse, il y a beaucoup à l'intérieur qui pensent qu'il faut soutenir cette loi, puisque de toute manière, dans l'électorat de Chasse, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent à l'armée. Qu'ils quittent la yeshiva ou pas, ou qu'ils y étaient pas de toute manière, ou qu'ils travaillaient, ce mouvement est beaucoup plus ample dans le contexte de la ultra-orthodoxie séfarade. Et deuxièmement, ils ont, comme je l'avais dit à une précédente interprétation, c'est qu'ils ont très peur de finalement être, excusez-moi l'expression, les dindons de la farce. Parce qu'il y a une crainte réelle, sérieuse, que finalement, pour résoudre le problème, les ultra-orthodoxes Haredim, Ashkenaz, donc les Chassidim, finissent par décider qu'ils auront un quota à envoyer à l'armée pour qu'on les laisse continuer avec les yeshivot, et ce quota, ce sera surtout des jeunes séfarades. Ce problème est tout le temps dans l'arrière-plan, et des fois il revient à l'avant de la scène. C'est une question très sérieuse qui les préoccupe beaucoup. Donc, on ne sait pas, le deadline, si vous voulez, c'est dans quelques jours, on n'a pas beaucoup de temps. Ce
que je peux vous dire, c'est que les différentes fractions ultra-orthodoxes sont toujours soulignées par leur capacité de pragmatisme. Et donc, je pense que finalement, il y aura une solution. Si elle plaira à tout le monde ou pas, je n'en sais rien. Je pense que non, d'ailleurs. Mais alors, il y a ensuite encore quelque chose, Olivier. Ouais. C'est la question de la rémunération des budgets envoyés par l'État aux écoles et aux yeshivot ultra-orthodoxes. La condition, c'était qu'ils enseignent une partie du curriculum. Et que sinon, on déduit cette somme de la somme entière de la subvention. Or, la Knesset, la Cour suprême est en train de s'occuper de ce sujet qui a été présenté à un appel à la Haute Cour de justice par Yair Lapid, le président de la liste Yesh Atid. Et là, les juges s'aperçoivent que l'argent a déjà été envoyé. Je veux dire, ils sont en train de discuter de quelque chose qui est déjà terminé, qui est déjà fait. Ouais. Le gouvernement a envoyé la somme à payer. Alors, l'explication de la représentante du gouvernement à la Cour, c'était on peut pas arrêter ça parce que sinon on risque d'être en problème avec le droit à être payé, le droit du salaire. Donc on pouvait pas arrêter, on a dû tout payer. Alors, ce qui rend un petit peu cette situation un petit peu ridicule, je dirais. Est-ce qu'on n'arrive pas, Peggy, à un moment où, après justement des années où on a essayé d'éviter d'avoir vraiment une législation par rapport à l'enrôlement des Bachurei Yeshiva, et que maintenant il y a eu cette commission, même si la loi telle qu'elle a été présentée ne plaît pas à tout le monde et qu'elle a des défauts, est-ce qu'on n'arrive pas, en tout cas pour le monde Haredi, à un moment où justement ils doivent prendre une décision par rapport à ça? Et comme vous nous l'avez expliqué très bien, on voit qu'ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à prendre une décision réelle par rapport à ça. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'heure de vérité par rapport à cette question? L'heure de vérité a sonné quand le chef d'état-major est venu au gouvernement et il a déclaré « Il me manque 10 000 soldats. Nous devons faire face à plusieurs fronts. L'année 2026 ne s'annonce pas comme une année de calme et de paix, pour dire le moindre, et il me manque 10 000 soldats. À partir de ce moment, tout a changé. Je veux dire, ce qui se passait jusqu'à récemment, jusqu'à la guerre, jusqu'au 7 octobre, c'était petit à petit, en avance, sans trop en parler, sans prendre de grandes décisions problématiques. Mais sur le terrain, les choses commencent à bouger. De plus en plus de jeunes quittent la yeshiva ou réduisent le nombre d'heures qu'ils y passent pour aller étudier, travailler, éventuellement s'engager à l'armée. Tout allait dans ce sens. Bon, 7 octobre a tout changé, c'est pas la seule chose qui a été changée, évidemment, dans le pays. Les choses s'annoncent pas vraiment rassurantes pour l'année qui vient d'être entamée. Et le chef d'état-major dit, il me manque 10 000 soldats. Mais où vous allez les trouver, ces 10 000 soldats? Donc, tout a été chamboulé, tout a été précipité. Maintenant, ce qui va se passer, je pense, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est pas tellement le refus d'une grande partie des rabbins ultra-orthodoxes, surtout chez les chassidim, de permettre aux jeunes de quitter la yeshiva pour s'engager à l'armée, mais les besoins d'une éventuelle coalition. Je veux dire, tant que la présence et la participation des partis ultra-orthodoxes, il y en a 3, hein, en fait, c'est-à-dire les Haredim Ashkenaz, mais qui sont formés par 2 factions différentes, qui s'entendent pas beaucoup entre eux, et le parti Chasse. Alors, tant que ces partis-là seront l'axe sur lequel n'importe quel gouvernement peut tenir, ils auront la main haute sur les décisions qui leur satisfont ou pas. Ça, je vois pas vraiment comment ça va changer. Je veux dire, même un gouvernement qui n'aurait pas le Likoud à sa tête, ils auront le choix entre former un gouvernement avec les partis arabes, israéliens, ou avec les Haredim. L'opinion publique étant telle que nous la connaissons tous, je pense que ça va pas être facile. Et donc, de ce point de vue-là, les dirigeants Haredim se sentent, si vous voulez, tranquilles. Je veux dire, ils risquent pas grand-chose. Maintenant, un dernier mot que je voudrais ajouter. Le problème n'est pas tellement le service militaire en soi. Tzahal fait des efforts incroyables pour permettre à ces jeunes de servir dans un environnement dans lequel ils seraient absolument préservés dans leur mode de vie haredi. Mais pour les rabbins, le problème n'est pas là. C'est à partir du moment où ils quittent la yeshiva et ils vont à l'armée, et éventuellement après ils vont étudier ou avoir un métier fait, ils sortent de l'orbite
de leur régence des rabbins. Ils sont plus malléables. Ils auront une vie différente. Et c'est ça que les rabbins veulent éviter. La plupart de ces rabbins ne craignent pas que dans ces bases militaires aménagées pour les jeunes Haredim, il y ait tout d'un coup des femmes, ou que la nourriture soit pas ultra cachère, ou des choses de ce genre-là. Non, tout ça c'est réglé. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. L'armée fait vraiment des efforts incroyables de ce point de vue-là. Mais à partir du moment où ils quittent la yeshiva pour aller à l'armée, c'est fini. Ce sont plus des moutons qu'on peut engager dans une certaine voie. Ils perdent leur autorité sur eux. C'est ça qu'ils veulent éviter. Ouais. Donc, on voit que le problème n'est pas encore réglé. Une dernière question quand même, par rapport aux manifestations qui ont eu lieu cette semaine, et plus particulièrement la mort tragique de ce garçon de 14 ans. Comment on voit ça dans le monde haredi aujourd'hui, le monde orthodoxe? Une partie accuse le chauffeur, encore que personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais une grande partie accuse la police. Et là, je dois dire, sur une note un peu personnelle, ils n'ont pas tellement tort. Les deux côtés sont responsables. D'abord, pourquoi est-ce que des enfants participent à des manifestations? A priori, c'est pas normal. Ouais. Ça ne devrait pas arriver. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand la police n'est pas là pour contenir les manifestants, pour les obliger à ne pas descendre et bloquer des routes, pour ne pas s'agiter, pour ne pas jeter des pierres sur des autobus, ces choses de ce genre. Alors, évidemment, la tragédie est au coin de la rue. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Il faut dire aussi une chose, c'est que les chauffeurs d'autobus, 70% apparemment des chauffeurs d'autobus à Jérusalem sont des Arabes israéliens ou des Arabes de Jérusalem-Est qui ne sont pas tous des Israéliens. Peu importe. Voilà, ils travaillent. Le calvaire que la plupart de ces chauffeurs traversent, quand à la fin de leur shift, ils doivent arriver quelque part et descendre et rendre le bus, ils sont attaqués par des jeunes, des voyous, mais des voyous haredim, il faut le dire. La plupart d'entre eux leur jettent des pierres, les insultent, voire plus que ça. Alors, et la police ne fait rien, ne fait absolument rien pour les protéger. Alors, je suis certainement pas en train de dire que ce chauffeur est innocent et blanc comme neige et qu'il n'y a... On ne sait pas encore, l'enquête n'a pas encore commencé, donc je ne sais pas. Mais toute cette conjoncture ensemble fait que la situation est tendue, elle est explosive. Alors, une manifestation, les organisateurs n'arrivent plus à contrôler, la police n'est pas assez présente, le chauffeur a téléphoné à la police pour que les policiers viennent le soutenir, et personne ne lui a répondu. C'est quand même assez incroyable. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Peggy Sidor, spécialiste, journaliste et spécialiste du monde haredi pour toutes ces explications, et puis bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Merci Peggy.